Investir Malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com. Bonjour à toutes et à tous, investisseurs malins et investisseuses malins. Voici l'heure de votre rendez-vous mensuel consacré aux investissements immobiliers sous toutes leurs formes. Et lors de ce rendez-vous, nous vous proposons de décrypter avec l'aide de notre invité une thématique sur l'immobilier afin de vous donner les meilleures astuces et stratégies. Aujourd'hui, nous allons mettre sous les projecteurs un support immobilier qui a même été porté au cinéma dans l'excellent film L'Auberge espagnole. Qui ne connaît pas l'Auberge espagnole ? On y découvre les avantages pour les étudiants de louer à plusieurs un bien immobilier qu'ils se partagent pour limiter les frais. Ça, c'est l'idée de départ. Certains d'entre vous l'ont peut-être même vécu avec de bons souvenirs, mais aussi peut-être de moins bons. Alors, pour les étudiants, c'est intéressant, c'est clair. Mais pour les investisseurs, qu'en est-il ? Est-ce, comme on l'entend parfois, un Eldorado ? Y a-t-il des règles à respecter et des précautions à prendre ? Alors, pour nous aider à répondre à ces questions, ce mois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Linda Mulliam, qui est fondatrice et associée de Coloc Tranquille, un acteur majeur du marché de la colocation en France. Alors, Linda Mulliam, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, on associe souvent la colocation aux étudiants. Est-ce que c'est vraiment une règle immuable et surtout, est-ce que cela condamne l'investisseur à choisir un lieu au cœur d'une région, d'une résidence étudiante ? Merci pour l'invitation. Alors effectivement, c'est un critère intéressant, mais ce n'est pas discriminant. Effectivement, aujourd'hui, la moitié du marché est occupée par les actifs. Ce qui veut dire que, en termes de critères, on peut également rajouter la proximité à une grande ville, à un pôle d'activité, à un hub économique. Ah, donc là, excusez-moi, vous venez de casser la première idée reçue. La colocation, la moitié sont pour des actifs qui ne sont pas étudiants. Un peu plus de la moitié même. Aujourd'hui, on est plutôt sur 60%. D'accord. Donc ça, c'est effectivement, c'est assez peu connu. Et finalement, être au sein d'une zone étudiante, c'est intéressant, mais c'est pas une nécessité absolue. Donc c'est ce que l'on voit. Qu'est-ce qui fait qu'un bien sera plus ou mieux adapté à la colocation qu'un autre ? Détaillez-nous un petit peu cela. Donc effectivement, là on a parlé dans le premier critère qui est le secteur. Oui. Donc effectivement, il faut rester sur des secteurs où on a une tension locative suffisante sur la colocation. D'accord. En plus de ça, on peut citer deux grands critères qui sont la proximité des transports, parce que finalement c'est une population assez nomade, donc qui bouge beaucoup. Oui. Donc proximité des transports. Et puis pour revenir à l'échelle du logement, une distribution adaptée. Donc le bon ratio de chambres par rapport aux salles de bain, la taille des espaces communs, etc. Donc en fait, c'est un critère distribution qu'il va falloir regarder aussi pour rendre éligible un logement à la colocation. Et alors du coup, vous parlez un peu de l'agencement, une chambre, une salle de bain, et j'ai envie de dire, est-ce que vous y mettez une pièce de vie ou pas ? Parce qu'on sait que sur la colocation, il y a un peu débat sur le sujet. Est-ce qu'on prend uniquement chambre et salle de bain, et puis tout le monde a son environnement privé, mais il n'a pas de pièce de vie ? Ou alors est-ce que vous privilégiez plutôt d'ajouter une pièce de vie, en fait, en commun ? Effectivement, il y a plusieurs écoles. Nous, on recommande toujours d'avoir une pièce de vie en commun parce qu'effectivement, un des points sur lesquels on valorise la colocation versus la chambre d'étudiante, c'est justement avoir accès à plus de confort. Donc, le partage de mettre un salon, une belle cuisine sont des atouts justement sur la colocation. Alors, justement, au-delà de l'agencement général du bien, faut-il prévoir un équipement particulier du bien ? Faut-il prévoir, je sais pas, des services particuliers liés à la colocation qui permettra aussi de se distinguer peut-être des autres services, des autres sociétés qui proposent de la colocation. Oui, alors tout à fait. En termes d'équipement, on va rester sur... si on est sur de la location meublée, déjà c'est réglementé. C'est meublé. Voilà, c'est meublé. Voilà, on est sur la location meublée. Donc, si on veut faire... le régime, on en parlera plus tard, mais le régime fiscal LMNP, c'est réglementé. Donc, il y a des critères d'équipement à proposer. Donc, déjà, ça, c'est... la liste est plus ou moins réglementée. Le point général, c'est que finalement, quelqu'un qui arrive avec sa valise et accès à tout le confort disponible. C'est comme à l'hôtel. Voilà, c'est comme à l'hôtel. Maintenant, à cause de la présence de plusieurs utilisateurs, de plusieurs rotations, il faut avoir aussi une réflexion sur la robustesse des équipements qu'on met en place. Donc, avoir un peu cette démarche de penser à ce point-là. Oui, parce que ça peut se dégrader assez vite. Assez vite, donc aller sur des choses à la fois esthétiques et robustes. Oui. Et puis sur les services... Une caution, j'imagine, peut-être.
Bien sûr, être sur une caution qui permet de couvrir les dégradations locatives et voilà, le bon usage de tout ce qui est mis à disposition. Oui. Alors, sur les services, moi, je recommande toujours de proposer une prestation de ménage. D'accord. Parce que finalement, c'est déjà, premièrement, un service qui est bien vécu par les locataires, qui est bien accueilli. Oui. Parce que ça fait, même si derrière ils doivent toujours gérer l'entretien de la maison, c'est déjà proposé et c'est bien accueilli. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'assure d'un entretien quand même minimum du logement qu'on propose. Et puis un des points les plus importants finalement, c'est qu'on a quand même des yeux dans l'appartement pour avoir quand même un regard sur ce qui se passe. Parce que finalement, effectivement. Ça permet éventuellement de remonter ça aux propriétaires investisseurs. S'il y a des choses majeures. Après, l'idée, c'est d'avoir un retour. D'accord. Et tout ce qui est service Internet ou accès Internet, évidemment. Oui, bien entendu. Bien entendu, l'accès Internet, une bonne connexion, etc. C'est des prérequis à proposer sur ce type de location. D'accord. Alors parlons un peu chiffres, Linda Moulium, maintenant, parce que c'est aussi ce qui intéresse nos auditeurs. Combien peut-on attendre en termes de rentabilité avec un investissement en colocation ? La grande question. Parce qu'il se dit que l'investissement en colocation, c'est très intéressant. Voilà. Donc, c'est vraiment la grande question. Et à ça, moi, je dis toujours que le grand paramètre qui détermine le rendement, c'est le foncier. Et ça, c'est pas la colocation qui vient faire du rendement. Donc, par contre, c'est déjà le foncier, le rapport entre la valeur locative et le coût du foncier. Oui. Maintenant, ce que la colocation vient faire, c'est, dans une ville donnée, booster le revenu locatif de 30 à 50%. Oui. Donc voilà ce que fait la colocation. Après, en fonction justement de la ville dans laquelle on est, on vient encore booster davantage le rendement locatif. Donc 30 à 50% des revenus locatifs boostés parce qu'on le met en colocation. Et est-ce que vous pourriez nous donner des zones sur lesquelles vous pensez que la colocation peut se développer de manière intéressante ? Alors, en termes de villes, vraiment, toutes les villes proches des grandes villes, et puis des villes où on a encore un foncier intéressant, parce qu'effectivement, comme je disais, la grande composante du rendement locatif, c'est le coût du foncier. Mmh. Donc, il y a, s'il faut parler de la région parisienne, il y a quelques villes, comme Créteil, où on a un foncier quand même intéressant, on a une super valeur locative. Je pourrais citer tout un tas de villes. Mmh. Après, si je dois revenir par exemple sur le point où on booste les revenus locatifs parce qu'on est en colocation, le point important va être la surface, parce qu'effectivement, plus on est sur des grandes surfaces, plus on peut faire des optimisations de distribution, et plus de fait, on fait déjà une vraie économie à l'achat parce qu'on achète le coût au mètre carré beaucoup moins cher, et puis après une optimisation parce qu'on fait une distribution en colocation, etc. etc. Exactement, c'est là le secret. Voilà. C'est là le secret. Le secret, c'est d'acheter une belle surface bien distribuée. D'accord. Alors, vous, de votre côté, chez Coloc Tranquille, vous proposez des solutions clés en main, que ce soit pour les futurs colocataires, mais aussi et surtout pour les investisseurs. Bien entendu, vous vous rémunérez sur cette opération, mais qu'est-ce que l'investisseur peut attendre en plus de votre part ? Si quelqu'un, l'un de nos auditeurs, vous sollicite pour un investissement en colocation. Donc là, effectivement, vous parlez de un de nos accompagnements qui est vraiment l'accompagnement clé en main. Donc sur cet accompagnement-ci, effectivement, un client, il achète la tranquillité puisque finalement, il achète un rendement financier avec la sécurité de la pierre. Ouais. Donc là, sur ça, ce qu'il achète, il a un rendement qui tourne et puis il a la sécurité de la pierre. Après, nous, on a différents accompagnements à la carte en fonction justement de son besoin. Et de façon générale, ce qu'on peut lui mettre à disposition, c'est un gain de temps. Oui. Tout notre savoir-faire sur cette gestion multi-interlocuteur, parce que nous, chez Coloc Tranquille, on gère 5 interlocuteurs finalement comme si on en gérait qu'un. C'est-à-dire que c'est pas beaucoup plus compliqué pour nous parce que des choses sont organisées, des process sont mis en place de sorte que on optimise toute cette gestion qui est un peu spécifique. Oui, d'accord. Alors, bien entendu, le risque zéro n'existe pas pour vivre son investissement en colocation plus sereinement, on dispose d'un cadre législatif depuis la loi Allure sur le bail de colocation. Mm-hmm. Alors, il existe différentes manières de contractualiser un bail avec le colocataire, et pouvez-vous nous les rappeler
et nous dire en fonction des conditions celles qui sont le plus appropriées. Parce que là, je pense qu'il y a une clé de voûte quand même au fait que l'investissement se passe bien ou pas, ce choix de bail. Oui, effectivement, il y a plusieurs écoles. Effectivement. La colocation, dans cette définition, c'est vraiment partager le bail avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes frères et sœurs, vous êtes deux sur le bail. Voilà, c'est de la colocation. Voilà, c'est l'idée initiale. Donc, on peut faire de la colocation vide. Enfin, il y a plusieurs formats. Ensuite, si on doit se mettre, donc il y a plusieurs façons de le faire. Si on doit se mettre du côté du colocataire. Ouais. Et bien évidemment, c'est plus agréable de partir avec une responsabilité la plus faible possible. Oui. Donc, si on part sur des notions de bail individuel avec absence de solidarité sur les défauts, enfin les fautes éventuelles des autres, c'est beaucoup plus confortable. On va adresser un marché beaucoup plus large. Donc, c'est en ça que effectivement le choix d'un bail individuel peut être intéressant. Après, si on se met du côté de l'investisseur, la notion de bail unique est beaucoup plus confortable. Est beaucoup plus confortable. On cumule les garanties. Et donc, après, c'est un arbitrage à faire en fonction du secteur où on est, de la tension locative sur le secteur, parce qu'il y a des villes sur lesquelles on peut se permettre, et puis il y a des villes où le marché n'est pas aussi tendu, et donc on se met en risque en choisissant l'un ou l'autre. Ok. Alors, on a parlé de la rentabilité de ce type d'investissement. Qu'en est-il de la fiscalité des biens en colocation? Est-ce qu'il y a un régime particulier? Vous avez évoqué tout à l'heure le LMNP. Voilà, donc pour revenir dessus, effectivement, la colocation, si on part sur la colocation meublée, on est régi par la location meublée de façon générale, et donc le régime fiscal, c'est le LMNP. Le fameux régime LMNP qui est l'une des dernières niches fiscales, doit-on le rappeler. Voilà. Alors, passons maintenant à la question du mois qui nous est posée par Nicolas de Guyancourt. Une nouvelle forme d'investissement en colocation a fait son apparition et semble monter en puissance, le co-living. Que pensez-vous de cette nouvelle solution? Est-ce un bon plan pour les investisseurs particuliers? Oui, alors effectivement, tout ce qui est usage partagé a le vent en poupe. Donc le co-living. Vous êtes en train de nous dire que c'est une mode. Voilà, donc c'est bien, c'est une belle réponse aux enjeux actuels. Donc le co-living, donc l'art de partager des mètres carrés, de la vie sociale, de la vie professionnelle, c'est intéressant. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est une belle réponse à la ville de demain, avec les enjeux de développement durable, de travail, avec le développement du télétravail, de la mobilité, etc. Donc, proposer sur le même lieu des espaces de vie, des espaces de travail, des espaces de détente. Enfin, c'est une belle réponse avec ce que sera la ville de demain. D'accord. Très bien. Bon, merci Linda Emoulium. Nous rappelons à nos auditeurs que vous êtes fondatrice et associée de Coloc Tranquille, société spécialisée dans la fourniture de solutions clés en main ou d'offres packagées pour la colocation, que ce soit pour les investisseurs ou les colocataires. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour découvrir un nouveau thème. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site construire-sa-retraite.com, dans lequel vous pourrez découvrir plein d'investissements malins, comme la colocation, évidemment. Et n'oubliez pas, demain se décide aujourd'hui, ne passez pas à côté des bonnes occasions en suivant les bons conseils de nos invités. Investir malin, une émission présentée par Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre, cofondateurs du site construire-sa-retraite.com.